Access to financial services is vital to global development because having an account makes it easier to invest in health and education or in a business. Accounts also help families manage economic emergencies that can push them into poverty. As of 2021, 71% of adults in developing countries have an account with a financial institution or mobile money provider. This is an increase of more than 50% from a decade ago. Digital financial services, and particularly mobile money, drive inclusion. In sub-Saharan Africa, 33% of adults use a mobile money account. Access to financial services can help empower women, and technology has helped narrow the gender gap in financial inclusion. Although in developing countries, men are still 6 percentage points more likely than women to have an account. COVID-19 accelerated adoption of digital payments. 1/3 of the adults in developing countries who paid utility bills directly from an account did so for the first time after the start of COVID-19. In Latin America, for example, 40% of adults use their account to pay a merchant. Des adultes ont réglé leurs factures et 14% d'entre eux ont pris ce premier paiement auprès des commerçants. Il s'agit d'1,4 milliard d'adultes. La numérisation est sans doute pour l'élan financier, pour aider à la résilience financière pour ceux qui en avaient le plus besoin. Bonjour à notre séance virtuelle et nous vous accueillons au rapport Global Findex 2021, Washington DC, au siège de la Banque mondiale. Ceci sera en anglais, français, espagnol et arabe et vous pourrez suivre en ligne sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, voici le hashtag Global Findex et nous répondrons à vos questions à la Banque mondiale. Merci. Vous l'avez entendu tout à l'heure, ceci donne accès aux services financiers, c'est-à-dire privés, faciles pour stocker, payer et prendre du crédit. Cette inclusion financière permettra d'intégrer les populations dans l'économie mondiale et également de donner de la résilience. C'est critique pour le développement mondial et tout particulièrement important et quant aux différentes crises que nous avons connues ces dernières années. Tout d'abord, le président de la Banque mondiale, David Malpass, et ensuite M. Gates de la Fondation. Qu'est-ce qui les intéresse sur ce rapport? Et ensuite, nous verrons les données et les indices. Et enfin, des experts en tribune nous diront pourquoi et comment. Ceci est important. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, et M. Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates. Et je suis ravi de vous accueillir. Tout d'abord, M. Malpass, selon le dernier rapport Findex, il y a eu utilisation et accès aux finances. Pourquoi ceci est important? Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous également. C'est très important pour la bonne raison que comme nous avons accès aux finances et pouvons utiliser ces données, ceci facilite les activités, c'est-à-dire les agriculteurs ont de meilleures activités, les femmes peuvent également s'occuper mieux de leur famille, les gouvernements peuvent verser des prestations aux citoyens si c'est nécessaire et donc chaque élément vient renforcer les autres. Je suis ravi de voir ce dernier rapport Findex et l'amélioration de la disponibilité de comptes, 76% aujourd'hui dans les pays développés et 71% dans les pays en développement. Ce qui signifie que davantage de personnes ont des comptes et ils sont en mesure de s'en servir alors qu'ils en ont besoin. C'est donc des tendances formidables que nous voyons, et ce depuis quelques années. Monsieur Gates, en ce qui concerne les tendances, qu'est-ce qui est, à votre avis, le plus important pour l'inclusion financière? Des exemples de pays qui sont bien sur le chemin des progrès. Eh bien, l'Inde, excellent exemple d'un pays qui est passé d'avoir une grande lacune entre les accès entre les hommes et les femmes quant aux comptes bancaires. 78% aujourd'hui, tant des femmes que des hommes,
qui peuvent, ça remonte à 2011, ce n'était que 6% des femmes qui avaient accès à des comptes. L'Inde est également un exemple excellent de ce que nous avons dit, c'est-à-dire les programmes pilotes d'un côté du gouvernement où il y a des redevances importantes ou encore des erreurs de versement de fonds ou encore de grands déplacements. Aujourd'hui, c'est versé directement comme de l'argent mobile, sous forme d'argent mobile, et donc les intermédiaires sont éliminés et c'est beaucoup plus simple, notamment pour les programmes de la pandémie et les gens en ont tiré parti. Le Kenya était l'un des pays au départ qui avait le mieux réussi. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de pays, dont l'Inde, qui avancent. Le rapport indique bien que 34 pays ont avancé de plus de 10% dans ce sens. Ce rapport a bien indiqué qu'il y a de plus en plus des progrès réalisés. La technologie en partie. Bill, qu'est-ce que, à votre avis, permet ces progrès? Est-ce que c'est moins onéreux d'avoir cette technologie ou c'est tout simplement de faire du rattrapage? Quels sont les grands facteurs? Eh bien, l'utilisation, par exemple, des portables, c'est ce sur quoi nous nous appuyons. Et nous ne pouvions jamais réaliser tout cela en ce qui concerne les redevances et la communauté si c'était uniquement des succursales où l'on s'adressait. Aujourd'hui, c'est du numérique. Et donc, l'utilisation est très facile, mais s'il y a accès seulement, bien sûr, pour l'épargne, mais également on peut déplacer des fonds entre membres de la famille, et ce de façon très facile. Au fil du temps, nous aurons également des logiciels qui vous donneront des conseils sur téléphone pour gérer vos fonds. Et la structure des redevances est extraordinaire. En Inde, les consommateurs déplacent des fonds entre eux sans aucun coût qui leur est imputé et nous nous en servons pour améliorer donc ce système dans certains pays où l'on est récepteur et c'est un grand nombre d'ailleurs où la Banque mondiale a relevé combien c'est important dans nombre de pays. Alors, en ce qui concerne les logiciels accessibles et ouverts, les banques centrales et les départements des finances vont pouvoir développer les identités notamment, et également des commutations faciles sans frais. Et donc, l'entrée est également moins onéreuse. Et donc, tant que c'est en source ouverte, pour les pays qui veulent nous appuyer, toute mise en œuvre nouvelle tire parti de ce qui s'est fait auparavant. Alors, c'est très important. Nous voyons davantage de personnes qui ont des paiements mobiles. C'est une porte ouverte. Oui, tout à fait. C'est une modification très importante. Le tableau ou la matrice était combien de personnes ont un compte bancaire. Ce qui s'est avéré n'était pas le moins onéreux d'apporter des services financiers, car il y avait des abandons. Ce que nous essayons de réaliser à l'heure actuelle, c'est que autant de transactions que faire se peut et que les coûts de transaction soient moindres. Dans un monde idéal, tout particulièrement un monde où il y a des millions et des centaines de millions de pauvres qui y vivent, il vous faut pouvoir avoir des transactions par milliards qui seront une petite fraction des coûts que l'on connaissait auparavant. 57 projets à l'heure actuelle à la Banque mondiale, dans 44 pays. Nous essayons de lancer un effort des plus larges pour donner un coup de pouce à la disponibilité des réseaux, par exemple des portables. Et aujourd'hui, on fait des économies sur le téléphone. Ce qui veut dire auparavant, c'était un compte bancaire, mais aujourd'hui, pas. Et vous n'aviez pas le temps de faire la file d'attente, ni d'avoir une longue consultation à la banque. Aujourd'hui, on le fait sur votre portable, ce qui est moins onéreux, ce qui est très important. Bill, je me demande, Bill, quel est le plus gros obstacle pour élargir cette possibilité? C'est un monde où nous aurons des téléphones satellitaires ou un monde encore qui a la fibre optique dans les zones rurales. Bref, quelle est la technologie qui sera offerte par la suite? Alors, les portables, certes, sont moins onéreux aujourd'hui, même ceux qui ont une connexion Internet. Donc, il y a beaucoup d'applications au-delà des services financiers qui sont sur les téléphones. La partie la plus difficile pour faire en sorte que ces fonds mobiles, c'est d'abord qu'il y ait réglementation en bonne et due forme, pour qu'il y ait des capacités.
et ensuite pour aller en toutes sortes d'endroits où l'on préfère encore les espèces pour le transformer en argent numérique et vice-versa. Ce n'est que quand on voit le nombre de transactions d'achat et de paiement qui sont possibles, et c'est à ce moment-là que l'on verra que c'est la même chose que des espèces, et on pourra à ce moment-là faire en sorte que tous les magasins en soient munis. Et en fait, la démarche numérique devrait remplacer les espèces, car c'est plus facile pour les commerçants, pour le paiement d'impôts, pour les pays notamment, même éviter la corruption. On voit le transfert d'argent et donc on n'a pas d'espèces, elles ne disparaissent pas. Le voyage, c'est que les téléphones sont moins chers, nous avons des logiciels, nous avons des réglementations, et faire en sorte que ce soit appliqué dans chaque pays. J'aimerais un jour avoir cette réunion où nous aurions dans Global Findex 90%. Nous revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le rapport indique que les pays dans les pays en développement, on fait des comptes d'épargne avec moindre transactions. Alors, par exemple, la résilience financière, qu'en est-il? Si c'est effectivement le mode secondaire, s'il y a une erreur dans un pays, peut-être qu'il y a des carences, comme nous l'avons vu aujourd'hui dans la chaîne alimentaire, il y aura donc une autre possibilité. Ça veut dire que vous pouvez vous rendre dans un autre village, acheter ce que vous n'avez pas dans votre village, vous pourrez survivre si l'une des récoltes n'est pas bonne. Le problème, c'est que la récolte n'est pas bonne aujourd'hui pour la bonne raison qu'il n'y a pas suffisamment d'engrais. Il y a des carences qui se répandent. L'information est très importante et ensuite avoir des possibilités d'économie ou d'épargne. Ce que l'on voit dans le rapport Findex, c'est que l'écart entre les hommes et les femmes s'est rétréci. Il existe encore. 78% des hommes ont des comptes, 74% des femmes ont des comptes. Donc c'est vrai, il y a un écart, mais bien moindre qu'auparavant. Et donc c'est très intéressant car les femmes, en fait, s'occupent mieux de leur famille en cas de crise. Elles sauront quels sont les aliments nécessaires aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. C'est très important de faire en sorte que les femmes soient totalement investies dans ce système financier de comptes que l'on détient. Ce que j'ai appris sur le sujet, aux États-Unis et en Europe, il y a des comptes mari et femme ensemble, mais dans le restant du monde, ce n'est pas vrai. C'est des comptes individuels. Et dans nombre de pays, c'est juste les hommes qui ont des comptes. Aujourd'hui, davantage de femmes auront des comptes, elles pourront épargner et pourront s'occuper non seulement d'elles-mêmes, mais également de leur famille. Ça, c'est vraiment très positif. C'est vrai que d'avoir une crise après crise, c'est déstabilisant, pandémie, et ensuite, il y a effet de domino. Monsieur Gates, est-ce que je peux vous demander, les pays voient les progrès que l'on voit dans le rapport? Quelles sont les possibilités que vous voyez pour accélérer l'accès et l'utilisation de ces finances numériques? Et oui, tout citoyen, encore une fois, aura une identité. Et l'Inde a fort bien réussi pour faire en sorte que ce soit absolument répandu et également régler les problèmes de confidentialité ou de vie privée. Ce qui veut dire que dans les systèmes, on a défini les identités. L'inclusion financière, c'est en fait quelque chose que l'on doit décider pour soi. Les équipes gouvernementales, les autorités doivent vous raccorder à un compte et l'éducation est très importante. Ce qui veut dire que la révolution numérique est l'un des éléments qui peut réellement améliorer la gouvernance, c'est-à-dire que l'administration sera plus accessible et en fait cela fonctionnera mieux. Le conseil pour les pays est le nôtre et qu'il faut choisir le ministre des Finances ou la Banque centrale ou les deux, où l'on se penche sur le modèle, sur les réglementations. Nous avons beaucoup appris pour nous assurer que la confidentialité et la cybersécurité sont assurées dans ces systèmes, que l'on avance sur les systèmes d'identité, par exemple.
pour les paiements financiers, ce n'est pas uniquement cet objectif, et que l'on collabore avec les donateurs et les autres partenaires pour dire comment est-ce que nous pouvons entraîner la masse critique pour les employeurs, pour que la masse salariale soit raccordée. Les systèmes du gouvernement devraient être raccordés également à ce système, et au fil du temps, pour faire en sorte que l'on puisse déplacer les fonds, même interfrontières, parce que c'est très important également. La Banque mondiale, la Fondation Gates, toutes les institutions sont en attente alors que les gouvernements saisissent cette opportunité, voir que font les dirigeants à partir de ces systèmes. Et donc, si c'est suffisamment important, à ce moment-là, on intervient. Dans d'autres pays, tout passe par les systèmes numériques, davantage d'ailleurs que les paiements en espèces. Donc, c'est une opportunité qu'il faut saisir pour les pays. Nous avons encore beaucoup d'exclus, mais nous avons une feuille de route qui est réalisable sans qu'il y ait des milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour renforcer ces systèmes d'autonomisation. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une grande transformation dans le développement parce que l'on peut faire un suivi et l'on peut fournir une aide, une assistance, le cas échéant, et tel que de besoin. Mais il convient aussi de donner un meilleur accès aux uns et aux autres au système. Et là, c'est l'un des défis du développement, justement, de faire en sorte que des personnes aient leur identifiant unique et soient ensuite inscrites dans les systèmes, soient enregistrées dans les systèmes. Et il est très difficile pour un grand nombre de pays de le faire. Il faut le faire de façon équitable, avec beaucoup d'équité. Et là, il faut être neutre. On ne peut pas tout simplement inscrire ou enregistrer des hommes. Il faut aussi le faire pour les femmes, des certificats de naissance, etc., pour les filles et les garçons. À partir du moment où cela a été mis sur pied, eh bien, ça a un degré d'autonomisation très important. Et vraiment, lorsque nous réfléchissons à nos propres vies et lorsque nous devions justement faire des paiements pour avoir une maison et des dessous de table, maintenant, vous avez vraiment d'autres systèmes qui vous permettent d'obtenir un logement, mais pour plus longtemps. Évidemment, c'est un peu effrayant d'un côté, et toutes sortes de questions d'intimité ou de droit à la vie privée entrent en compte. Mais il faut aussi voir quelles sont les contreparties et quels sont les avantages. Et cela se passe maintenant bien plus rapidement dans les pays en développement. Cette idée selon laquelle une personne a un identifiant, c'est-à-dire un chiffre, mais là, à partir de ce moment-là, la personne a accès aux services financiers et autres services lorsqu'il y a mouvement ou migration au sein d'un pays. Comme vous le savez, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Et lorsque des personnes devaient se retrouver après des bombardements et retrouver des familles hôtes, parce que c'était une personne unique avec une identité chiffrée, cela leur avait été rendu possible. Et on essaye de le faire pour, évidemment, répandre et reproduire cela, évidemment, bien plus loin. Et l'inclusion financière entre en compte ici, bien plus qu'un moyen de communication, donc justement, plus qu'un chemin vers l'inclusion financière. Alors, vous avez parlé de l'écart entre les sexes en matière de possession de comptes qui s'est réduit pour la première fois. Mais pourtant, il y a des millions de femmes qui ne sont pas bancarisées. Comment le groupe de la Banque mondiale soutient-il l'accès et l'utilisation des services financiers numériques pour les femmes? Alors, d'abord, les femmes doivent être sensibilisées à cela elles doivent savoir qu'il y a cela qui est disponible pour elles. Et il faut aussi répandre le message entre femmes, tout simplement, sur la manière dont on peut se servir des applications. Et à partir du moment où vous avez davantage de femmes dans le système, cela a un effet tout simplement vertueux et cela accroît le nombre de femmes qui peuvent participer, qui sont donc dans le système d'inclusion financière, aussi par rapport à ce qu'elles souhaitent utiliser. Donc là, on a quand même un obstacle et un problème double. D'abord, le cadre réglementaire et l'accès. Évidemment, à tout ceci, et les femmes doivent avoir l'autorisation d'avoir accès. Alors, il faut qu'il y ait des modalités de financement ou au moins un point d'entrée pour les femmes. Et ensuite, les applications dont se servent les femmes, eh bien, elles apprennent à s'en servir, tout simplement. Et comme je l'ai dit, le Findex montre bien qu'il y a beaucoup de progrès réalisés dans ce domaine, et donc, pour rétrécir l'écart entre hommes et femmes. Monsieur Gates, pour vous, encore une fois, dans les dernières années, nous savons très bien que la pandémie a été quelque part un réveil, mais que peut-on faire en matière d'inclusion financière et de façon plus importante dans le contexte de la pandémie? Alors là, il y a quelques nouvelles, justement, qui émanent de la pandémie, c'est que les systèmes numériques nous ont aidés et nous ont vraiment prêté
main forte pour réunir, pour convoquer des réunions et aussi pour déployer le vaccin et mener à bien des campagnes de vaccination. Et là, énormément de femmes, surtout qui avaient besoin aussi de transferts d'espèces, eh bien, les ont obtenus. Et de toute évidence, ça n'était pas disponible tout de suite dans tous les pays. Les transferts d'espèces ou de monnaie représentent souvent un grand défi dans de nombreux pays. Mais l'on a constaté que le fait d'avoir un compte en banque ou un compte courant, eh bien, permettait d'avoir une connexion immédiate entre les uns et les autres. Et heureusement, nous avions déjà fait ces investissements d'entrée de jeu, mais ce sont véritablement des bases, ce sont des fondations. Et parfois, les uns, les autres, dans les villages, disaient la banque est trop loin de chez nous, on ne peut pas y arriver en temps et en heure. Et tout simplement le fait de se procurer une vache en plus, et puis la vache tombe malade, toutes sortes de problématiques. Et donc le manque de liquidité et d'espèces, eh bien, a fait qu'il y a eu différentes démarches, mais au départ, la situation était vraiment catastrophique. Et la pandémie, eh bien, nous a rendu tous conscients qu'il convenait de passer un peu plus au numérique, mais surtout pour les systèmes de paiement, tout particulièrement au titre de programmes gouvernementaux, de protection sociale, pour évidemment apporter une aide aux plus nécessiteux. Et là, eh bien, il y a eu quand même des revers énormes dans ce contexte de la pandémie en matière de développement. Oui, c'est vrai que nous sommes passés d'une économie de négoce où on pouvait échanger une vache pour un sac de blé, que sais-je. Évidemment, cela a fait qu'il y a eu davantage d'espèces et ça a été un facteur habilitant quelque part. Et ensuite, l'étape suivante est le numérique ou le tout numérique et ça devient de plus en plus puissant. Et aussi, cela suscite davantage d'innovation. Merci beaucoup, Monsieur Gates et Monsieur Malpass, de cette conversation. Merci beaucoup. Now it's time to Il est temps de passer aux données qui se retrouvent dans le Global Findex. Et un économiste de la Banque mondiale qui est le chef de file dans ce projet Findex depuis son inception. L'inclusion financière est d'une importance fondamentale. En cas d'urgence ou de dépenses imprévues, trop de personnes dans le monde, aux quatre coins du monde, se trouvent privées d'accès à l'argent ou ne peuvent pas aisément faire un simple paiement par voie numérique. Aujourd'hui, seule la moitié environ des adultes des pays en développement ont accès à des fonds supplémentaires sans difficulté ou presque sans difficulté. Au lieu de cela, ils se tournent tout simplement vers des sources peu fiables, ce qui les expose potentiellement à la fraude, au vol et à d'autres risques. Alors l'accès aux services financiers n'est pas seulement important pour les périodes difficiles, mais les comptes formels dans une banque ou une institution similaire telle que sur un téléphone portable offrent aux gens un endroit sûr pour stocker de l'argent, leur permettant d'épargner pour l'éducation et la retraite ou d'effectuer et de recevoir des paiements en toute sécurité. Pour les femmes, en particulier, le fait de disposer d'un compte formel leur offre plus de confidentialité, de sécurité et de contrôle sur leur propre argent. Et les comptes permettent l'indépendance financière pour les femmes et renforcent l'autonomisation économique. Et voici encore de bonnes nouvelles. La possession d'un compte a augmenté au cours des 4 dernières années et aujourd'hui, dans le monde entier, quelque 76% des adultes possèdent un compte. C'est une augmentation par rapport aux 51% d'il y a 10 ans et dans les pays en développement, 71% des personnes ont un compte, contre 42% seulement il y a 10 ans. Des gains considérables donc, des gains qui sont répartis plus équitablement et proviennent d'un plus grand nombre de pays que jamais auparavant. La pandémie de Covid-19 et les mesures de riposte ont contribué à une montée en flèche de l'utilisation des moyens de paiement numérique dans certains pays. Aujourd'hui, 2/3 des adultes dans le monde effectuent ou reçoivent un paiement numérique. Et cela est important, car les paiements numériques sont plus sûrs et plus pratiques et constituent une passerelle vers l'utilisation d'autres services financiers comme l'épargne. En Chine, où les paiements numériques ont explosé en popularité, environ 80 des adultes ont effectué un paiement dans un magasin en utilisant une carte ou un téléphone mobile. Dans d'autres pays en développement, quelques 40% des personnes ayant effectué un paiement numérique auprès d'un commerçant l'ont fait pour la toute première fois depuis le début de la pandémie. Dans certains pays, les 5 dernières années ont vu l'inclusion financière des femmes exploser. L'écart entre les sexes en matière de possession d'un compte s'est réduit de 7 à 4 points de pourcentage au niveau mondial. Et dans les pays en développement, cet écart s'est réduit de 9 à 6% de pourcentage. 6 points de pourcentage, pardon. Pourtant, quelques 1,4 milliard d'adultes dans les pays en développement ne sont toujours pas bancarisés et ces personnes sont bien plus difficiles à atteindre. Elles sont généralement plus pauvres, moins instruites et vivent dans les zones rurales. Pour les atteindre, les gouvernements et le secteur privé devront travailler main dans la main, évidemment,
pour fournir des politiques et pour les adopter, ainsi que des pratiques nécessaires pour instaurer la confiance dans les prestataires de services financiers. Et la confiance dans l'utilisation des produits financiers se fera. Cette démarche s'appuiera sur l'élan de la dernière décennie pour étendre l'inclusion financière et, avec elle, la résilience qui permet aux gens de faire face aux hauts et aux bas naturels de leur vie financière. Now we're headed for a panel discussion moderated by... Une discussion à panel animée par David Malpass, le président du groupe de la Banque mondiale. Thank you very much. Merci beaucoup, Rachel. Et bonjour à tous. Nous avons un excellent groupe d'experts, groupe de discussion avec conférenciers qui sont avec nous virtuellement, donc à distance, et nous allons avoir des conversations avec ces sujets fondamentaux. Ce sont 3 pays en développement, et nous avons l'intention de souligner l'importance de l'innovation ici pour accroître le recours aux services financiers et surtout améliorer l'accès à ceux-ci et à l'information numérique, bien sûr. Alors, je vais les citer, et nos chers panélistes, et ensuite je passerai à chaque... Anna-Maria Prieto, directrice des systèmes de paiement à la Banque centrale de Colombie. Nous avons également Corinne Séné, qui est la directrice de Wave, argent mobile en Afrique de l'Ouest. Bienvenue. J'ai eu le grand plaisir de la rencontrer lorsque j'étais au Sénégal un peu plus tôt cette année. Et enfin, Sujarita Mukherjee, qui est la cofondatrice et PDG de Kaleidofen, une plateforme tech qui fournit des solutions financières customisées et adaptées, et surtout pour des clients très peu desservis. Alors je vais lui poser pas mal de questions. Je crois qu'elle a 6 millions d'utilisateurs. Et voilà qui nous montre à quel point l'innovation est importante pour le développement. Alors premièrement, Madame Prieto, le rapport Findex, et nous venons un instant d'entendre une synthèse, se concentre sur les paiements numériques et le transfert de ceux-ci, surtout pour accroître pour les personnes les comptes en banque et la propriété de comptes en banque, avec des programmes de transfert d'espèces pendant la pandémie, pendant Covid-19. Donc un grand nombre d'utilisateurs et davantage d'utilisateurs qui sont arrivés. Pouvez-vous expliquer comment cela a fonctionné et comment s'est déroulé ce processus? Merci infiniment, bonjour. Bon après-midi, bonsoir, et merci vraiment beaucoup de m'avoir invité à faire partie de ce panel prestigieux. Eh bien, le gouvernement de la Colombie a présenté un nouveau système de transfert d'espèces non conditionnel pour les ménages les plus pauvres, et dans ces ménages à 70% pour des femmes. Et donc il s'agissait de quelques $42, mais cela a été justement prolongé jusqu'à fin décembre 2022. Le programme a été lancé en avril 2020. Selon 2 principes fondamentaux, se concentrer sur les besoins des bénéficiaires et prioriser l'inclusion financière afin de fournir non seulement ces transferts en temps et en heure, mais aussi doter les utilisateurs d'outils nécessaires. Et donc, nous avions une conception étape par étape pour pouvoir surmonter les défis, surtout pour atteindre les premiers bénéficiaires. Au premier stade, ceux qui avaient déjà un compte en banque. Ensuite, les non bancarisés, et une stratégie globale a été envisagée et appliquée, et ce, par 5 institutions financières. Dans les zones rurales et pour les ménages les plus isolés et les plus éloignés, nous avons un programme de transfert d'espèces avec l'aide d'agences financières, de postes et des municipalités aussi. Alors le fait d'atteindre ces nouveaux bénéficiaires a été la partie la plus difficile du programme. Souvent nous n'avions pas d'informations sur les personnes, de contact, et donc il a fallu surmonter ce défi et surtout engager des campagnes de sensibilisation, de communication médiatique, et nous devions aussi nous déplacer vers des zones reculées et des régions vraiment isolées. Et donc là, il convenait d'avoir un appui par des entités financières pour atténuer les risques en même temps. L'été, entre le mois d'avril et de juin 2020, 2,6 millions de ménages ont été atteints et 4,2 avaient seulement en 7 jours reçu l'aide. Ensuite, 1,2 million ont été inclus financièrement pour la première fois, 76% avec des portefeuilles numériques et quelques 24% dans le cadre de processus en face à face.
Ensuite, nous avons constaté que l'on passait des espèces au numérique pour 45% de bénéficiaires, avec évidemment des points d'achat additionnels et aussi les portefeuilles numériques utilisés pour payer les factures d'électricité, etc. Selon une étude récente, les comportements financiers ont été relativement positifs pour ces bénéficiaires. Alors, ceux qui ont reçu ces portefeuilles numériques par rapport à ceux qui avaient d'ores et déjà un compte bancaire, ces derniers ont eu 10% de moins de transactions et 20% pour les par rapport au portefeuille numérique. C'est donc ces données que nous voulons consolider l'avenir. Donc la mise en œuvre de ce programme a été possible étant donné cet engagement pour favoriser par des réglementations, c'est-à-dire un écosystème du pays, l'adoption de ces portefeuilles mobiles et surtout un réseau du dernier kilomètre pour la pénétration du mobile. Nous avons accéléré l'inclusion financière en Colombie, mais également des capacités institutionnelles ont été renforcées. La mise en œuvre a demandé une coordination, une collaboration avec le secteur privé, des partenariats avec différentes sociétés et des essais par rapport aux technologies et donc des innovations, ce qui nous a permis de toucher les bénéficiaires et ce de façon très rapide. C'est là des 400 programmes d'urgence qui ont été présentés lors de la pandémie et donc tous contribuent à une régression économique, mais c'est un outil pour l'inclusion financière et démontre des enseignements pour nous permettre de passer à la génération suivante à ces programmes numériques pour améliorer donc le bien-être économique à l'avenir. Merci, c'était très intéressant. Nous reviendrons tout à l'heure. Il nous reste 40 minutes, donc cette conversation est très intéressante. Je demanderai à Mme Prieto tout à l'heure, dans quelques instants, combien d'argent est passé par ce système. Mais maintenant, nous allons passer à Mme Sénat. Corinne, vous avez en Afrique subsaharienne, un tiers des adultes se servent de l'argent numérique de leur compte. Quelles sont les modifications que vous avez vues? Comment on se sert de ces produits d'argent mobile? Comment vous avez été en mesure de prendre une part de marché tellement importante au Sénégal en si peu de temps? Vous avez la parole. Merci. Je suis ravi de faire partie de cette tribune. Nous savons tous que l'argent est un facteur d'entraînement pour l'inclusion financière. En Afrique, au fil des ans, deux choses ont changé. Nous avons des sociétés FinTech. Pendant la première année d'utilisation, nous avions des restrictions. Très peu de personnes avaient donc un solde dans leur portefeuille. Au fur et à mesure, on a commencé à utiliser ces portefeuilles pour acheter, par exemple, des heures de mobile et faire des économies. En Afrique, l'argent numérique est arrivé à son potentiel dans les domaines où l'on peut offrir de nouveaux services financiers. Et les données, les informations qui se trouvent dans le portefeuille numérique sont la base pour offrir des prêts, des produits d'assurance, des économies de longue échéance. Et donc, nous touchons différents marchés. Nous voyons les mêmes tendances dans le comportement des clients. Tout d'abord, les paiements sont dominants. On paye les factures grâce à ce portefeuille, la télévision, l'eau, le gaz. Et dans les marchés où nous offrons donc pour les commerces, les commerçants s'en servent dans les magasins. Donc, dépôt 0% et autres, il y a également, on se sert de ce portefeuille pour faire des économies, pour un compte d'épargne. Ce qui veut dire que notre démarche axée sur les clients et des redevances relativement faibles ont amené les clients à utiliser ces services financiers de plus en plus. Et c'est ce que nous avons vu au Sénégal. Nous avons une croissance importante car nous offrons de 0 à 6 millions d'utilisateurs tous les mois parce que on peut s'en servir tous les jours pour toutes les transactions financières, non seulement pour les paiements, pour envoyer des fonds à leur famille, mais payer partout, dans les magasins, au marché, etc. Donc ceci grâce à notre démarche axée sur les clients.
et notre technologie. Merci. Est-ce qu'il leur faut avoir un smartphone ou quel est le téléphone qui leur permet de procéder? Pour les faibles revenus et les personnes qui ont moins d'instructions, c'est une carte et avec un appui par un agent, puisque nous avons un réseau d'agents. Et pour tous ceux qui ont des smartphones, ils se servent de l'application qui est la nôtre. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Madame Mukherjee, ce qui m'intéresse, c'est le grand nombre de points d'accès que vous offrez à des clients qui sont mal desservis. Vous avez créé une plateforme en Inde pour remplir les objectifs financiers pour ces clients. Comment cela fonctionne et que s'est-il passé pendant la pandémie? Oui, merci de me donner cette opportunité de faire partie de cette tribune. Nous sommes une plateforme FinTech. Nous ciblons 600 millions de clients et nous pensons que les services financiers intégraux ont un certain poids pour faire en sorte que les objectifs vitaux de nos citoyens soient une réalité. Pendant la pandémie, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu une adoption extrêmement rapide des services FinTech numériques, tout particulièrement dans les villes. Il y a eu tout d'abord des progrès en zone urbaine, ensuite rurale, et bien sûr, il y avait une différence entre les hommes et les femmes plutôt. Donc, 17 millions plus un certain pourcentage d'adultes en aide ont commencé à utiliser ces paiements numériques pendant la pandémie. C'est un gros chiffre. Et 12%, c'est vrai que c'est un chiffre important puisque nous sommes un grand pays et nous avons beaucoup réussi et il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. À certains égards, la plateforme UPI a été très utile pour réaliser les finances numériques partout. Nous sommes également dans le dernier kilomètre et ce que nous avons trouvé être utile, c'est la conjugaison de la technologie avec une assistance humaine, c'est-à-dire qu'il y a un appui pour les clients. C'est très important pour leur participation. Nous avons une solution, par exemple, d'épargne. Et quelque part, il nous faut développer cette infrastructure qui est un self-service et également avec une assistance humaine. Sinon, il y aura des obstacles qui se présenteront. La solution d'épargne vient conjuguer l'épargne ordinaire, les prêts d'urgence ainsi que l'assurance. Et donc, cela permet aux clients d'être reliés à leur objectif final, qui est envoyer, par exemple, leur fille à l'université, plutôt que de se pencher sur le petit détail, le menu détail de chacun de ces produits. Dans la conception, les langues locales, dans l'appli ainsi que dans les services automatisés vocaux, tout ceci est essentiel à renforcer au-delà des paiements et des comptes bancaires pour s'appuyer sur la résilience. C'est notre objectif, car je crois que nous avons été très loin d'ores et déjà pour l'accès et nous voulons faire davantage encore pour renforcer la résilience grâce à l'utilisation de meilleurs services de crédit, d'épargne et d'assurance. Merci. Question de débutant à pour vous. L'épargne se trouve où? Compte mobile, compte en banque? Qui est le détenteur de l'épargne? Alors nous sommes intégrés, notre appli est intégrée dans les banques, ainsi que dans les fonds mutuels, c'est-à-dire nous avons des fonds qui investissent, par exemple, dans
dans les bons du Trésor américain. C'est ainsi que nous sommes investissement et épargne, et nous sommes intégrés dans des fonds mutuels, et 6 d'entre eux et 2 banques également. Donc, l'épargne s'y trouve. Madame Prieto. Dans les deux, vous venez de dire. Merci. Madame Prieto, merci pour la Colombie, pour votre système de paiement. Dites-nous, quelle est la taille, quelle que soit la forme que vous souhaitez, le nombre de transactions, c'est ce qui m'intéresse, par mois, par an, et le volume de fonds qui passent par le système. Est-ce que cela se développe? Est-ce qu'il y a potentiel de déployabilité? Oui. Oui, tout à fait, ça se développe. Nous avons été en mesure de toucher davantage de ménages. Aujourd'hui, nous sommes à 26 mois du début du programme, c'est-à-dire du lancement du programme. Nous avons touché quelques 3 millions de ménages. C'était d'ailleurs notre objectif. 3 milliards de dollars qui ont traversé notre système, qui sont passés par notre système. C'est donc dans les paiements. Nous avons un programme dans les systèmes. Par ce système de paiement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'on utilise le portefeuille numérique non seulement pour recevoir les prestations, mais pour lancer les paiements, pour envoyer de l'argent aux membres de leur famille, c'est-à-dire avoir un réseau qui s'établit sur ces moyens de distribution financière. Thank you. Ms. Sena, Madame, est-ce que vous pourriez nous donner un élément de taille pour le Sénégal, mais quelles sont les étapes principales qui ont permis au marché de se développer? Est-ce que vous vous penchez sur d'autres marchés en Afrique de l'Ouest? Est-ce que votre système pourrait fonctionner ailleurs? L'Inde nous a dit l'UPI, c'est-à-dire l'identificateur universel. Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe au Sénégal ou même en Afrique de l'Ouest? Et est-ce que vous pourriez nous parler du volume dollar, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir un développement? Oui. Au-delà du Sénégal, nous sommes dans d'autres pays, en Afrique, Côte d'Ivoire notamment, Mali, Burkina Faso, et pour l'Afrique de l'Ouest, Ouganda également. Nous voulons nous être ailleurs, nous tournons vers l'Asie, l'Inde, nous voyons que les choses ont évolué et nous avons de grands besoins en Afrique. C'est pourquoi nous voulons nous axer sur nos régions pour l'instant. Quelles sont les mesures qui sont prises pour nous assurer de notre croissance et que nous abordons les besoins de nos citoyens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un produit axé sur les clients. Nous avons l'opportunité de faire des transferts grâce au compte, pour la bonne raison que nous avons des personnes moins instruites qui comprennent les agents. Ils ont des contacts avec des agents qui ont de l'expérience. Nous nous assurons également d'un vécu des clients, des plus positifs. Nous avons quelques sociétés qui ont créé des applis pour cela, ce qui permet aux agents notamment de donner des réponses. C'est important également, par exemple, pour les espèces, pour la Banque centrale. De plus, nous avons une équipe d'ingénieurs qui ont un système interne pour pouvoir suivre en constance la liquidité sur le territoire. De bonne expérience, car la difficulté est de faire en sorte que le financement numérique soit meilleur que l'utilisation d'espèces. Nous voulons également un système facile et rapide pour les clients. Et donc répondre aux questions s'il y a erreur, car nombre de nos clients ont peu d'instructions, et donc c'est ce qui a changé la donne en Afrique. Des millions de personnes donc à faible revenu s'adressent à nous parce qu'ils peuvent régler leurs erreurs s'ils en font une. Alors, sur tout le territoire, nous avons également les avis, les opinions des clients et des centres commerciaux également, ou des commerçants, pour trouver
les problèmes. Et donc, nous pouvons régler la chose avec nos agents. Le Sénégal a été une réussite. Nous avons 55% des adultes qui sont clients, qui ont des transactions. Et également, les paiements sont possibles dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les magasins officiels. Nous le développons en Côte d'Ivoire également. Nous suivons exactement la même trajectoire. Et oui, tout à fait, voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je sais que vous en avez plusieurs. I did. Oui, j'en ai un certain nombre, certes. Mais malheureusement, nous avons eu des petits retards dans la connexion. Et d'ailleurs, on va peut-être aller à Sucharita à présent. Alors, une question pour vous. L'innovation est vraiment importante par rapport à toutes ces questions. Et j'aimerais vous demander quels sont les obstacles que vous constatez sur cette voie. Est-ce qu'il y a un élément unique qui vous permettrait d'accélérer le pas et d'aller plus rapidement vers l'avant? Vous avez parlé du rôle des banques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui entrave l'accès aux banques, donc surtout en Inde? Est-ce qu'il y a des barrières? Vous avez dit que la langue peut être un souci, mais vous fonctionnez en plusieurs langues et dialectes. Alors, quels sont les éléments qui vous permettent justement de grandir et d'atteindre surtout les femmes dans les zones rurales? Merci. Excellente question. Il me semble que chaque défi a quelque part en lui une solution. Et j'aimerais surtout maintenant souligner les plus grands défis, les 3 plus grands défis et les solutions aussi. Comme l'a dit M. Gates, les points d'encaissement et de décaissement. Alors lorsqu'on y réfléchit, quand est-ce qu'on est devenu numérique, quand est-ce que tout cela est arrivé? C'est au moment où nous avions justement bonne confiance que nous pouvions nous rendre vers un point d'espèces et on pouvait donc retirer des espèces partout, dans ces points, auprès de ces points. Et nous nous sommes rendus compte que l'infrastructure d'encaissement et de décaissement était nécessaire, surtout l'infrastructure pour faire passer la numérisation à un plus grand niveau et pour l'accélérer et l'amplifier. Et nous avons forgé des partenariats avec des banques de paiement ainsi qu'avec des réseaux de banques correspondantes, tout simplement pour approfondir le réseau. Mais ceci étant dit, il me semble que les politiques et douanes ont leur rôle à jouer aussi. Ce afin d'accélérer les infrastructures d'encaissement et de décaissement. Alors il me semble aussi, il y a une espèce de mouvement qui est constaté maintenant. Il y a 2 ou 3 éléments qui entrent en compte pour essayer de combler les fossés. Et les fossés entre hommes et femmes se sont beaucoup réduits. D'un point de vue de propriété de compte courant, donc 75% ou plus des femmes en détiennent. Mais les niveaux d'inactivité demeurent assez élevés. Et il nous faut nous poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'inactivité? Pourquoi est-ce que tout cela stagne? Parce que même avant le lancement du Findex, nous savions déjà sur la base de nos données ce qui s'est passé en matière d'encaissement et de décaissement, surtout auprès de nos clients. Nous pouvions nous renseigner. Et nous savons maintenant qu'il nous faut avoir des innovations, procéder à des innovations pour doter les clients de meilleurs comptes en banque avec des charges plus transparentes, moins coûteuses, avec des frais bien moins coûteux et aussi des mécanismes de doléance et de soumission de grief. Donc, s'il y a toutes sortes de frais et qu'il n'y a aucune transparence, le client ne sait pas de quoi il sera frappé. Et donc, il y a une certaine anxiété, une certaine inquiétude quant à ce genre de problème qui pourrait vous frapper inopinément. Et donc, cela a aussi un impact. Et là encore, nous avons fait des innovations, nous avons innové avec quelques banques. Bon, c'est encore
une toute petite goutte d'eau dans l'océan, mais ce sont des produits innovants qui permettent d'avoir davantage de souplesse dans les comptes en banque. Il n'y a pas de solde minimum à maintenir non plus au niveau des comptes courants. Donc, pour que ces obstacles ne le soient plus, tout simplement, et pour abattre tous ces obstacles. Et ensuite, en matière de... Une autre solution, évidemment, les langues locales. Il faut savoir pouvoir communiquer. Et vous l'avez dit vous-même, l'Inde est un grand pays très diversifié et un continent, essentiellement presque. Et dans de nombreuses différentes questions, il nous faut vraiment mettre au point des produits ou des services, mais dans les langues locales, parce que c'est là que nous pouvons porter les produits ou les services encore plus loin. Donc Kaleidofin a justement acheté un certain nombre d'applications et de services clientèle, non seulement dans les langues locales, mais aussi dans les dialectes locaux, parce que chacune des langues ou des dialectes sont exprimés verbalement, mais de bien des manières différentes. Et donc tous les clients avec lesquels nous nous entretenons, il nous faut parler les mêmes langues ou les mêmes dialectes. Et donc parfois nous sommes accompagnés de personnes qui savent s'exprimer dans la langue locale, mais évidemment cela veut dire un certain nombre de personnes et de ressources humaines qui sont particulièrement occupées. Leur charge de travail est assez importante. Et encore un élément, en quatrième lieu, nous estimons que d'un point de vue genre, que les smartphones et que la numérisation prendront un peu plus de temps pour arriver entre les mains des femmes. Et donc là, nous commençons à envisager des téléphones spécifiques pour les femmes, et que les produits financiers idoines appropriés soient inscrits. Donc KaleidoPay, l'un de nos produits de paiement numérique, fonctionne même pour des clients futurs, mais aussi avec les banques rurales, les coopératives, et il est possible aussi d'avoir des mandats de paiement récurrents, donc des domiciliations, et c'est vraiment le tout début d'une aventure. Mais il me semble que l'aide, l'assistance et le fait de se préparer et de préparer les clients sont autant d'éléments essentiels. Mais estimer que la confiance va arriver du jour au lendemain, et non. You're breaking up. Malheureusement, nous avons perdu Madame Mukherjee. Alors je donne la parole à Madame Prieto. Je voudrais réagir et faire des commentaires. Nous avons là deux modèles qui ressortent, il me semble. Il y a un lien commun qui se dessine quand même ici, entre celui que vous avez expliqué et surtout aussi, Madame Mukherjee, l'importance de la langue, l'importance d'avoir un véritable contact avec le client, et tous les clients. Mais là où je voulais reprendre quelques propos de Madame Prieto, le rôle de la banque, le rôle que joue la banque ici. Et j'ai entendu un certain nombre de choses qui m'ont semblé assez percutantes et qui m'ont rappelé beaucoup de choses, surtout les systèmes de paiement automatique, c'est-à-dire les distributeurs. Quand ils sont apparus aux États-Unis, cela a soulagé beaucoup de personnes qui ne devaient plus se rendre auprès des banques, d'une banque physiquement, mais aussi il y avait cette préoccupation qu'avaient les clients selon laquelle quels seront les frais à payer lorsque l'on se sert de ces distributeurs ou points d'argent. Et donc le fait d'avoir la possibilité de contourner cela et aussi avoir toutes sortes d'opérations et de transactions, mais sans que le numéraire, sans que les espèces entrent en compte. Donc vous aviez pensé à cela, et est-ce que la banque, Madame Prieto, se trouve au milieu de ces transactions? Est-ce que les personnes s'inquiètent quant aux frais de tels services? Et comment est-ce que vous avez pris ce problème à bras le corps pour le solutionner? Alors là, nous sommes en plein milieu d'une transition, et de toute évidence, l'écosystème a connu toutes sortes de mutations, de ruptures, de transformations, et l'arrivée de nouveaux acteurs en même temps, tous nouveaux acteurs et de nouveaux prestataires et fournisseurs, surtout dans le contexte technologique et numérique. C'est là qu'il y a eu quand même aussi des technologies révolutionnaires aussi qui sont entrées en compte. Mais là, cela aussi fait qu'il nous faut avoir un cadre réglementaire de responsabilisation afin aussi de divulguer, quels que soient quelques frais que ce soit, les coûts pour les clients, et donc par rapport à l'accès à différents services financiers,
Et donc, les coûts varient, évidemment, mais il faut communiquer clairement, surtout quant à l'utilisation des différents instruments. Et je crois que les paiements numériques, les systèmes financiers numériques ont un grand rôle, et ont joué un grand rôle. Et surtout les infrastructures d'opérations, de transactions, sans devoir revenir aux espèces, mais pour que les clients puissent se frayer un chemin dans tout cela. Et toutes les banques centrales prennent cela très au sérieux dans le déploiement de paiement. Nous avons Fix au Brésil qui est remarquable, un exemple tout à fait remarquable. Et même avec les acteurs non bancaires, et d'ailleurs c'est aussi le cas en Colombie, nous avons récemment lancé notre cadre juridique habilitant pour les nouveaux acteurs. Mais oui, vos propos et vos questions, Monsieur Malpass, sur les coûts et les frais, outre le cadre réglementaire, qu'il y ait une pleine divulgation, évidemment assurer une pleine transparence et surtout continuer à diminuer les coûts, surtout par rapport aux différents outils de paiement. Est-ce que vous prévoyez un avenir où les liquidités, les espèces... Disons, aux États-Unis et en Europe, il y a eu une grande transformation, une grande mutation pour s'éloigner des espèces et les transactions en numéraire, en espèces, diminuent énormément. Et Mme Mukherjee, qui va revenir avec nous, j'en suis sûre, eh bien là, il y a quand même, dans certains pays, dans certaines régions, le recours aux espèces parce que c'est une mesure aussi de renforcement ou de création de confiance. Et donc, en Colombie, est-ce que les personnes sont au-delà de cela ou est-ce que les populations veulent être tout numérique ou passer au tout numérique? Nous n'en sommes pas encore là. Comme vous l'avez dit plus tôt, les espèces, et surtout pour les populations à faible revenu à la base de la pyramide, c'est là où l'efficacité des espèces reste et se maintienne. Et donc, pour transiter vers une économie numérique, il faut vraiment que les gouvernements, les pouvoirs publics aient une aspiration, une ambition. Et surtout pour des progrès à réaliser et ensuite accélérer le mouvement pour passer à une société moins basée sur les espèces, mais pour des populations qui doivent encore utiliser les espèces. Et le côté informel de ce genre de transaction, eh bien, leur plaît beaucoup. Donc les espèces restent. Corinne, comment voyez-vous cela? Est-ce qu'il y a une possibilité en Afrique ou en Afrique de l'Ouest qu'il y ait un grand bond en avant? Ou, je ne sais pas si je résume cela très bien, mais les mesures de renforcement de la confiance, et surtout par rapport aux comptes en banque, et aussi pour que ce soit autant de contextes propices à davantage d'activités financières, numériques, le fait d'aller encore plus loin avec un grand bond en avant, est-ce que vous envisagez cela comme étant possible, de passer d'un système toute espèce et plus numérique? Je vois cela, oui, j'assiste à cela et je le constate vraiment. Au Sénégal, aujourd'hui, nous avons quelques 43 millions de transactions, opérations par jour, ce qui représente 66% des comptes au Sénégal. Et nous avons commencé à traiter des inégalités en matière d'accès aux services financiers. Et depuis 2017, et depuis le dernier rapport Findex de 2017, quelques 30 et quelques pourcents n'ont toujours pas de compte en banque en Afrique de l'Ouest. Il nous faut vraiment prendre en bras le corps un certain nombre de problématiques. Les services numériques sont coûteux sur le continent africain et l'expérience des clients n'est pas vraiment très bonne. Elle est vraiment très mauvaise. Et surtout pour les femmes et les jeunes, alors nous devons continuer à... nous savons que ces populations sont encore laissées pour compte. Et donc, dans notre expérience, nous voulons savoir surtout que, évidemment, les clients continueront de se servir des espèces et seulement auront recours aux services numériques quand il le faudra vraiment. Et c'est cela que nous voulons faire évoluer en Afrique. Nous voulons ne plus avoir le même statu quo et surtout engager davantage de clients pour qu'ils interviennent aussi. Et donc, des coûts zéro
pour les dépôts et 1% pour d'autres opérations bancaires. Notre vision est d'être un véritable partenaire de longue haleine pour nos clients. Et je souligne ce que nous disions par rapport aux langues locales. Les applications des clients que nous mettons au point, eh bien, nous devons veiller à ce que tout cela soit communiqué dans les langues locales autant que faire se peut, surtout dans les interactions entre clients et nos collègues qui se rendent sur le terrain. Et donc, pour l'épargne, pour payer, pour emprunter, pour investir, etc., nous sommes en train de mettre sur pied les infrastructures et aussi impliquer le secteur privé, les partenaires, etc., qui font partie de tout ce processus, et ce pour amplifier l'accès aux services financiers encore non utilisés, et numériques, bien sûr. Donc, non seulement approfondir et renforcer, amplifier l'inclusion financière, mais aussi mettre les économies africaines sur la bonne voie et pour que celles-ci puissent décoller. Merci. C'est là une excellente vision et le rapport Findex nous donne tous ces progrès. Ce que je vois, c'est que vous parlez de l'importance de la numérisation et c'est là uniquement où vous aurez des applications qui sont dans toutes les langues et qui peuvent donc avoir une relation avec tous les âges, toutes les strates de la société, toutes les régions, ce qui donne un potentiel que nous voyons dans la numérisation. Maintenant, nous allons conclure sur Madame Mukherjee, qui est directrice de la plateforme de FinTech. On ne vous a pas entendu pendant quelques instants. Je fais un récapitulatif toutefois. Et si vous voulez bien rectifier, vous êtes sur une voie légèrement différente, semble-t-il, étant donné le rôle que vous avez décrit des paiements, réception et destination, et que l'on préfère voir des espèces à la main, alors qu'ailleurs, l'on va plutôt vers une élimination des espèces. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ou sur tout ce que vous souhaitez dire à partir de l'Inde? Nous aimerions tous avoir 600 millions de clients comme vous. C'est un marché, c'est une réussite. Dites-nous, est-ce que c'est donc une trajectoire différente? C'est une question un peu longue. Alors, votre collègue a dit que 0,01, c'est-à-dire c'est une redevance très faible pour améliorer la part de marché au Sénégal. Est-ce que vous faites la même chose en Inde? Et nous allons conclure sur vous. Merci. Désolé des petites difficultés techniques. Je crois, et c'est des thèmes communs qui ressortent de la Colombie et du Sénégal. Et pour l'Inde, il y a un segment en Inde qui fait un pas de géant, c'est-à-dire dans les zones urbaines, y compris les magasins, les vendeurs. C'est un pas de géant, encore une fois. Nous n'avons pas besoin de carte, il suffit d'avoir un portable. Et nous avons 6 milliards de transactions UPI par mois. Donc c'est énorme, c'est vrai. Mais il nous faut noter toutefois que toutes ces transactions viennent de 12% des populations. Ce qui veut dire qu'il y a tout à fait une relation tout à fait différente en Inde rurale. Je ne crois pas qu'il nous faille voir des espèces en vérité. L'économie, certes, est en espèces, vous recevez vos salaires en espèces, et donc il vous faut une façon de transformer ces espèces sonnantes et trébuchantes en numérique. Il y a un besoin des clients véritable. Ce n'est pas uniquement la confiance. Certes, la confiance est l'un des facteurs, évidemment, mais il est tout à fait nécessaire de convertir les espèces, je dis bien sonnantes et trébuchantes, en numérique.
Donc, les paiements, cette infrastructure fait les deux, c'est-à-dire vous avez ces deux éléments et à l'évidence, il y a une initiative importante, 1 million plus de correspondants mobiles bancaires, c'est-à-dire des petits guichets qui, de façon mobile, qui peuvent livrer des espèces à tout instant grâce à la biométrie. Il nous en faudra davantage, puisque l'Inde est un pays grand. Il nous faut donc couvrir le dernier kilomètre. Du point de vue homme-femme, il faut dire que la mobilité, ça n'est pas quelque chose qui est acquis. Disons 2 à 3 kilomètres, d'accord. Dans d'autres pays où il y a davantage de mobilité pour les femmes, mais pas en Inde. Il nous faut un point, un guichet, si vous voulez, qui est à 1 kilomètre, qui est accessible facilement, parce que sinon c'est très difficile pour les femmes. Il nous faut l'assurer, ne pas l'oublier, et ce qui se passe assez vite, c'est l'innovation en Inde pour les produits financiers et l'innovation dans le conseil financier également. Et faire en sorte que les frais soient très faibles, qu'ils diminuent en dessous de 1%. C'est vrai que cela va très vite, tout à fait comme le Sénégal, ou des coûts zéro des comptes bancaires gratuits avec des charges zéro si on est dans le rouge. Encore une fois, il faut que ce soit partout, qu'il y ait des compétences. Pour vous donner un exemple, nos clients, nous avons vu $1 milliard de financement passer par notre plateforme. Jusqu'à ce jour, nos clients, 70% de nos clients aujourd'hui estiment qu'ils sont en mesure de faire face à un choc externe. Ça n'est pas uniquement pour l'Inde. Il nous faut déployer à l'échelle, il nous faut être plus nombreux également et ailleurs dans le monde également. Parfait. Toute bonne conclusion. Résilience, c'est important. Je suis frappé par les éléments communs du numérique. Chacune d'entre vous travaille à 001, c'est-à-dire un système binaire qui a un poids extraordinaire, mais c'est appliqué à différents modes un peu partout dans le monde. Donc, Findex a bien relevé la complexité des données, les progrès réalisés, et le groupe de la Banque mondiale intègre cet appui pour appuyer la numérisation en sachant les nombreux avantages dont vous nous avez parlé. Merci à notre tribune, c'était fascinant. Merci à tous et à chacun. Au revoir. Merci à nos expertes de la discussion aujourd'hui. Nous arrivons à l'issue et donc Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas, avocate spéciale pour le financement inclusif pour le développement. Mesdames et messieurs, je suis absolument ravi de me joindre à vous pour le lancement de ce rapport qu'on attendait avec impatience, Global Findex. Le rapport d'aujourd'hui nous donne l'occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé, sur le travail qui nous reste à accomplir. Pendant de nombreuses années, j'ai défendu la technologie financière comme une voie vers une plus grande prospérité et une meilleure santé financière. Nous disposons aujourd'hui davantage de preuves de son efficacité. La mise à jour de Findex démontre qu'une révolution technologique à travers le monde a alimenté une forte augmentation de l'utilisation des technologies financières. De l'Inde au Kenya, même les plus petits commerçants des marchés ruraux sont payés et effectuent des paiements avec des téléphones portables qu'ils portent dans leur poche.
Nous avons également appris que des millions de femmes supplémentaires disposent d'un compte financier. Lorsque le rapport Findex 2017 est sorti, il y avait une différence de 9% entre le nombre d'hommes et de femmes accédant et utilisant des comptes financiers. Mais cet écart tenace entre les sexes a finalement commencé à se combler. Au cours des 5 dernières années, l'écart est passé de 9 à 6% dans les pays en développement et de 7 à 4 points de pourcentage au niveau mondial. Bien que les femmes sont toujours moins susceptibles que les hommes d'utiliser les paiements numériques, la bonne nouvelle est que lorsqu'elles ont un compte, elles sont tout aussi susceptibles que les hommes de l'utiliser. Le rapport d'aujourd'hui est publié à un moment de grands changements et d'incertitudes. Chaque année, des personnes dans le monde entier sont confrontées à des difficultés financières inattendues. Une perte d'emploi, une maladie, une mauvaise récolte ou une catastrophe naturelle peuvent rapidement faire dérailler les espoirs et les aspirations à une vie meilleure. Les nouvelles données du rapport sur les inquiétudes financières nous donnent une image plus complète de la santé financière des gens. On met également en lumière la manière dont les gens sont plus résilients par rapport à ces chocs. En période de stress financier, les gens se tournent souvent vers leurs familles et leurs amis pour obtenir de l'aide. Mais lorsque tout le monde est soumis au même stress, comme lors d'une pandémie ou d'une sécheresse, ces réseaux sociaux peuvent être peu fiables. L'inclusion financière offre davantage de résistance. Les recherches indiquent que lorsqu'une femme a un compte, elle fait de l'épargne, dépense davantage pour l'éducation de ses enfants et investit dans des opportunités commerciales. Les données Findex illustrent tous ces progrès et encore davantage, mais elles montrent également que nous sommes arrivés à un tournant. La plupart des personnes qui peuvent facilement ouvrir un compte bancaire l'ont déjà fait. L'étape suivante consiste à faire en sorte qu'ils peuvent accéder à d'autres produits et services, l'épargne, crédit, assurance, qui répondent réellement à leurs besoins et améliorent leur santé financière. Mais il y a une pente plus raide à gravir. Près de 30% des adultes des pays en développement ne sont toujours pas bancarisés et sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Les pays doivent faire les bons investissements pour atteindre ceux qui restent à l'écart. Qu'il s'agisse de politiques financières plus inclusives ou la connexion des clients ruraux à l'Internet, les pouvoirs publics et le secteur privé peuvent s'investir pour répondre à cette demande. Les technologies numériques changent la vie financière des gens. Dans le monde entier, les gens utilisent des téléphones mobiles et des applications pour payer leurs factures, économiser de l'argent, gérer leurs affaires. C'est donc essentiel de protéger les consommateurs de services financiers et les aider à renforcer leurs compétences numériques et financières. Félicitations pour la nouvelle édition de ce rapport d'étape. Les données qu'il fournit guideront nos efforts et contribueront à faire du rêve de l'accès universel à la finance une réalité. J'attends avec impatience les futurs indicateurs sur la résilience financière qui nous donneront un aperçu de la santé financière des individus. Ils nous permettront de suivre les effets de l'accès au financement sur la vie des gens. Ils nous aideront également à identifier d'autres services financiers dont les gens ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Je vous remercie. Et sur cette note d'inspiration, nous allons conclure et vous pouvez aller voir notre enregistrement. Vous pouvez nous envoyer des commentaires à Global Findex. Pour en savoir davantage sur ce rapport, allez sur le site de la Banque mondiale. Merci à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous avez apprécié notre manifestation.